Bonjour, bonjour à toutes et tous. Vous êtes bienvenus à cette session plénière en distanciel dans laquelle j'ai l'occasion de me trouver aux côtés de la 27e première ministre de l'Australie, qui, est, qui a également été vice-première ministre, la seule femme donc qui a servi dans cette position. Eh bien, je vous rejoins de Londres et je tiens à vous dire bonjour, même si certaines personnes sont à Kigali et c'est que c'est l'après-midi là-bas, ou alors pour les personnes qui sont à Hong Kong ou à New Delhi, eh bien, c'est le soir, alors que pour d'autres, c'est tôt le matin. Donc, il y a des personnes qui nous ont rejoints des quatre coins du monde. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour le temps que vous consacrez pour être à nos côtés aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'avoir cette conversation et j'imagine que vous aussi. Nous allons démarrer cette session au cours de laquelle vous allez bien comprendre donc le déroulé. Nous allons tout d'abord avoir une petite introduction et puis nous avons le gros de la conversation qui est consacré à l'entretien avec Madame Gillard, qui va partager avec nous des réflexions au cours de cet échange. Nous aurons la dernière partie qui, elle, sera consacrée aux échanges avec le public, parce qu'elle est venue ici pour avoir des échanges avec vous, pour répondre à vos questions. Et vous avez ici l'occasion de vous inspirer de toutes les connaissances qu'elle a à partager. Je vais tout d'abord vous expliquer le format. Le déroulé est donc comme suit en termes de structure générale, mais bien sûr, vous, vous pouvez poser des questions, partager des commentaires. Il y devrait y avoir une section dédiée aux commentaires que vous voyez sur votre écran avec un espace plutôt. En fait, c'est plus une icône pour les questions-réponses, au travers de laquelle vous pouvez poser vos questions. Je pourrai les voir et je pourrai ainsi palper ce dont il s'agit. Elle s'efforcera de répondre au mieux à toutes vos questions. N'hésitez surtout pas à faire preuve d'ouverture et bien sûr, on vous demande de faire preuve également de respect. Alors, vous avez l'interprétation vers le français, l'espagnol et la langue internationale des signes. Si vous ne voyez pas cette icône, n'hésitez pas à relancer votre navigateur. Je suis Natacha Muoza et je suis une femme rwandaise, très fière d'être rwandaise, artiste créative, poète, storyteller et juriste. Et je participe également à des conversations en ligne, essentiellement sur Instagram. Je défends les droits des femmes et la santé mentale en général. J'adore le fitness, j'adore apprendre, j'adore euh, faire beaucoup de choses et donc nous avons ici une femme leader qui est une femme orientée sur la communauté et en l'occurrence, c'est Madame Julia Gillard. Je Les mots me manquent pour vous expliquer à quel point je suis ravie de pouvoir avoir cet échange avec vous. Alors, comment, préférez-vous que je m'adresse à vous dans cette conversation? Heu, Est-ce que c'est madame, Gillard? Est-ce que c'est l'honorable Gillard? Eh bien, je suis très ravie d'être, ravie à vos côtés dans cette session. Appelez-moi Julia, s'il vous plaît. Merci. Eh bien, pour moi, ce n'est pas facile parce que comme je suis d'origine africaine, généralement pour des personnes, qui ont, votre âge et votre expérience, il n'est pas, facile de s'adresser à vous, ainsi, mais je vous remercie en tous les cas de m'avoir donné cette autorisation. Julia, vous avez été donc la 27e, 1 ministre de l'Australie dès le 24 juin
2010, vous avez été première ministre et puis avant cela, vice-première ministre. Vous avez travaillé de manière centrale, de manière fondamentale pour défendre l'économie australienne et cela donc dans la foulée de la crise financière. Vous avez défendu les droits, vous avez garanti des changements à l'échelle nationale sur le plan des politiques, notamment une réforme de l'éducation en Australie, tous les jeunes pouvant avoir accès à l'université. Vous avez également travaillé sur les ETS, les régimes d'échange des droits d'émission. Vous avez travaillé sur les soins aux personnes âgées, les soins dentaux. Vous avez travaillé sur un plan national de soins aux personnes en situation de handicap. Vous avez travaillé sur les télécommunications. Vous avez développé également un réseau national de, ah, vous avez également renforcé donc sur l'architecture, avec des liens avec, différents pays, le Japon, l'Indonésie, la Corée du Sud. Vous avez représenté l'Australie dans différentes, conférences internationales, les G20, les sommets de l'Asie de l'Est, l'APEC, l'OTAN, l'ICF et vous avez même partagé, la représentation dans les, réunions des chefs d'État du Commonwealth. Un leadership incroyable, l'Australie ayant également, eu un poste au sein du Conseil de sécurité des Nations unies. L'Australie, donc a orienté le futur de l'Asie, donc dans le 20e siècle. Vous avez ou vingt 21e siècle plutôt. Vous avez été vice-première ministre et en octobre 2012, vous avez en fait capté l'attention du monde entier à la suite d'un discours au Parlement quant au traitement accordé aux femmes dans la vie publique et au Parlement. Peut-être que si vous n'avez pas eu l'occasion de regarder ce discours, eh bien, je vous dirais que n'hésitez surtout pas à le faire. Et donc, en 2014, vous avez été élu président du Global Partnership for Education, partenariat mondial pour l'éducation, destiné à garantir plus d'accès et une éducation de qualité dans le monde entier. Vous avez également dirigé CAMFED, la campagne pour l'éducation des femmes, qui place la pauvreté et les disparités au cœur de son action, qui appuie l'accès des filles à l'école et qui euh, autonomise les femmes pour qu'elles deviennent des leaders de changement. En avril 2018, vous avez été nommée comme présidente inaugurale du Global Institute for Global Education at King's College, un institut que vous avez fondé en garantissant un travail sur la sous-représentation des femmes aux postes à responsabilité. Euh, Un autre institut analogue a également été lancé dans une université australienne en octobre 2022. Julia a été nommée pour diriger une commission d'Australie sur l'enfance et qui prévoit l'appui des familles dans les premières années de la vie des enfants. Vous vous attachez à la manière dont les enfants peuvent avoir accès à l'école et vous travaillez sur le renforcement des travailleurs en matière d'accès aux soins. Vous êtes également membre du Centre d'éducation universelle de l'Institut Brookings à Washington. Vous avez été professeur émérite à l'Université d'Adélaïde et vous avez occupé d'autres fonctions. Vous êtes également la personne qui dirige Western Chances, qui fournit des bourses à Melbourne et vous travaillez sur le potentiel des femmes. Vous dirigez également une campagne communautaire qui défend les droits des femmes australiennes. Vous êtes également la personne qui est vous êtes également parraine de autres initiatives qui reconnaissent le leadership politique et vous, publiez également des podcasts, notamment un podcast que j'ai découvert il y a pas longtemps et je suis d'ailleurs ravie de l'avoir,
déceler. C'est un podcast incroyable avec Julia Gillard. Je vous invite d'ailleurs à downloader ce podcast qui reprend des échanges de Julia Gillard avec des femmes de tous les secteurs et de différents pays. Vous avez également écrit 3 livres. Le premier, My Story, mon histoire, qui reprend beaucoup d'anecdotes sur l'époque où vous étiez première ministre. Le deuxième, c'est Women and Leadership, Real Lives, Real Lessons, que vous avez co-rédigé avec une autre formidable femme, Madame Kwesi Okonje. Et le troisième, c'est d'ailleurs le cœur de notre discussion d'aujourd'hui, c'est Not Now, Not Ever, 10 years from the misogyny speech, pas maintenant, jamais, 10 années de discours sur la misogynie. Donc, la question qui est posée dans ce livre, c'est où étiez-vous à l'époque? Et c'est de cela que l'on va parler aujourd'hui. Je pense à Mary Beth et à d'autres femmes. Nous avons ce livre qui explore la culture de la misogynie, l'histoire de la misogynie et qui établit une feuille de route pour l'avenir en évoquant les différents problèmes qui se posent. Il y a toute une série d'attitudes qui ont trait aux femmes au leadership dans les médias d'un point de vue de l'intersectionnalité et par rapport à d'autres personnes qui ont partagé des éclairages par rapport à la situation qui était la leur à l'époque et par rapport à comment tout cela a incidé sur leur discours. Donc, vous avez livré ce formidable discours. Donc, cela porte à réfléchir à la situation à l'époque. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Au fil des ans, vous avez rencontré des jeunes militants, militantes qui ont également partagé leur point de vue. Il s'agit donc, en l'occurrence, d'une magnifique occasion, celle qui nous est présentée aujourd'hui pour réfléchir sur ce parcours et sur Julia vous-même. Donc, bienvenue. Alors, sans plus attendre, je suis ravie de vous passer le microphone pour que vous nous parliez de ce titre, Not Now, Not Ever, pas maintenant, jamais ou plus jamais. Eh bien, il y a des personnes dans la salle qui, tout comme moi, souhaiteraient savoir pourquoi vous avez choisi ce titre. Je propose donc que vous nous évoquiez votre parcours personnel, votre réflexion sur la misogynie et comment vous en êtes arrivé à ce titre. Eh bien, un très grand merci pour cette introduction très généreuse. Eh bien, Not Now, Not Ever, je dirais qu'il s'agit d'un cri qui dénote la frustration et qui, dénote à quel point on veut changer les choses. Aujourd'hui, les femmes ne veulent plus une inégalité axée sur les genres et nous voulons être associés à dans tous les espaces possibles pour que notre futur soit exempt de ce genre de, discrimination et de préjugés. Le titre donc vient de ce discours que j'ai livré au Parlement australien en 2010, un discours sur la misogynie. En fait, il faut savoir que je suis devenue première ministre, la première femme, donc c'était en 2010, hein, parce que le discours remonte à 2012 et quand, je suis arrivée à ce poste en 2010, eh bien, j'ai mené la réflexion suivante. Je me suis dit: «Oui, effectivement, il y aurait une réaction si moi j'accède à ce poste de première ministre» et certaines réactions vont être très positives. Beaucoup de femmes vont se dire: allons-y, c'est une femme et c'est magnifique d'avoir une femme à ce poste». Mais j'imaginais également qu'il y aurait des réactions négatives avec, des personnes, ou venant de personnes qui étaient très habituées à voir des hommes au pouvoir, à voir des hommes au pouvoir. Quand je suis arrivée à ce poste, eh bien, je me suis dit que petit à petit, on allait me juger uniquement sur le contenu de mon travail. C'est évidemment un peu naïf, mais c'était ce que je pensais à l'époque. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que les réactions genrées ne
n'ont pas reculé, au contraire, cela a fait boule de neige et cela a mené à des insultes genrées. Au Parlement, il y avait donc toute une série de circonstances qui se sont ajoutées les unes aux autres. Il y avait l'opposition qui a suggéré que je n'étais pas cohérente, je manquais de cohérence, et cela a versé dans le sexisme. Donc, au début, ça n'a pas été nommé et on m'a accusée, de défendre le sexisme et j'ai trouvé que c'était une terrible injustice. Quand je suis entrée au Parlement, je me suis dit qu'il y aurait, le rythme habituel, le séquençage habituel des questions-réponses. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'opposition a voulu avoir un débat sur le champ. Et je n'ai pas préparé ce discours. En fait, je l'ai livré de but en blanc. Et ce qui m'est venu tout d'abord à l'esprit, c'est que on n'allait pas me sermonner sur le sexisme et la misogynie, en tout cas pas ces hommes de l'opposition, ni maintenant, ni jamais à l'avenir. Not now, not ever. Et c'est la phrase qui est restée collée à moi, que beaucoup de femmes gardent à l'esprit par rapport à toutes ces situations négatives qui fait qu'on veut, ma mettre un point final en disant que l'on ne veut plus de sexisme ni de misogynie. Eh bien, il est, formidable de pouvoir refléter sur cela parce que effectivement, quand on lit, toutes les réflexions autour de ce, discours, vous avez voulu placer la limite comme s'il y avait cette, limite imaginaire entre ce que l'on vit et les changements que l'on veut voir, arriver par rapport au futur donc que, l'on veut. Merci en tous les cas pour cette, contribution. C'est un moment historique, pour lequel on doit vous remercier pour les femmes, en tous les cas. Alors, pourquoi est-il important pour les femmes et les filles du monde entier, en particulier celles qui ont des postes de leadership, de, mettre un terme, de laisser de côté toutes ces choses qui nous distraient et de, réfléchir? Parce qu'il est facile de passer aux motions, de dire, qu'il y a cette, misogynie dont nous sommes victimes, mais qu'elle va, simplement disparaître. Eh bien, bien souvent, c'est ce que les femmes ont tendance à faire. Pourquoi est-il important, à votre avis, de s'arrêter et de porter une réflexion très sérieuse sur ce moment historique que que l'on peut se poser par rapport à ce que nous, faisons sous l'angle de la misogynie, donc pour mettre un terme à cette pratique? Eh bien, je tiens à signaler que vous avez signalé quelque chose de très important par rapport à cette question, c'est qu'on est toutes et tous occupés à, mener notre vie, à suivre les causes, à défendre les causes qui nous tiennent à cœur, à toutes les étapes de la vie. Mais je dirais en particulier pour les femmes qui ont des responsabilités familiales, qui doivent, s'occuper des enfants ou prendre en charge des membres de la famille plus âgés, eh bien ces femmes doivent gérer tellement de choses. Dans de telles circonstances, on pourrait être, amené à faire des choses encore et encore, jour après jour. Q quand je me suis bien dit que je ne serais pas première ministre pour toujours et je n'avais pas une seule seconde à perdre. Il fallait bien s'assurer que chaque minute aurait un impact, solide sur l'avenir. La misogynie et le sexisme arrivent sur la table, alors, j'aurais pu me dire que j'allais pas être distraite par, cela et parce qu'il fallait plutôt me centrer sur mes actions qui étaient importantes. Mais une telle attitude signifie que la misogynie ne sera, jamais, éliminée et cela, ne nous mène pas à évoquer les méthodes les plus efficaces pour mettre un terme à cette pratique. Durant toutes ces années en politique, il me tenait à cœur
et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai créé l'Institut mondial pour le leadership des femmes. Je me suis dit qu'il fallait mener les enquêtes, les recherches nécessaires pour pouvoir disposer des stratégies les plus, idoines pour combattre ce fléau. La misogynie est une vieille histoire. Les cela remonte dans les écrits à des milliers d'années, mais il y a quelque chose de nouveau aujourd'hui parce que la misogynie émerge dans le monde moderne de manière tout à fait différente, avec des influences toxiques qui présentent une vision de la masculinité qui équivaut à la subjugation des femmes. C'est tous ces discours haineux que les femmes peuvent subir en ligne, et cela se traduit également par un manque de choix en matière de reproduction, un manque de représentation au niveau du pouvoir, l'insécurité physique, le fait que les femmes subissent encore une violence genrée, une violence de genre de par le monde. C'est une situation compliquée parce que la misogynie effleure sous différentes facettes et il faut donc s'arrêter pour mener une réflexion, combattre la misogynie et le sexisme peut être pernicieux parce que quand vous attaquez un angle, eh bien, le problème réapparaît d'un autre côté. Donc, il est important de pouvoir se faire une idée globale de comment changer la situation. Absolument. En fait, vous avez dépeint, une, image très pertinente de ce qui est en jeu et en pensant notamment à ce qui va se passer si on ne marque pas un temps d'arrêt pour réfléchir. Parce que effectivement, si on ne réalise pas ce travail, aucune mesure ne sera prise et les autres générations, les générations futures de femmes, vont continuer à subir cela. Il faut comprendre la réalité. Bien bien appréhender les choses. Bien sûr, on arrive au monde, et parfois on fait preuve d'une certaine innocence. Alors ce que vous avez signalé est très beau. Il y a tellement d'éléments qui sont en jeu, à tel point qu'il est utile d'investir son énergie dans tout cela et j'ai beaucoup apprécié l'insistance sur le contraste. Vous avez dépeint la permanence de cette misogynie qui a percolé dans toutes les facettes de notre, vie, depuis, toujours, depuis, aujourd'hui nous avons les tweets, les réseaux sociaux qui véhiculent également cela. Donc il y a eu certes des avancées et pourtant il y a tellement de choses à faire aujourd'hui encore. Nous avons aujourd'hui ces espaces numériques qui dénotent une nouvelle frontière, un espace dans lequel on doit combattre tous ces éléments qui apparaissent ici et là. Et cela signifie également qu'il faut continuer à aller de l'avant. C'est le message que vous véhiculez, que vous transmettez dans le monde entier. Alors, je vais revenir à un point précis, c'est au 9 octobre 2012, donc le jour de ce discours. C'était un moment, très incisif et pourtant vous étiez, très calme. On voyait que votre discours était très intentionnel, même si vous avez beaucoup mis l'accent, vous alliez également être à l'écoute et j'ai trouvé qu'il était très, mobilisant de vous voir en action. J'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié le fait que vous avez, toute cette réflexion, tout ce souvenir de cette, journée. Alors je propose que l'on revienne à la perspective de cette Julia. Est-ce que v quand vous vous êtes levée ce jour-là, vous étiez prête à, livrer ce discours? Qu'est-ce que vous aviez en tête? À quoi pensiez-vous? Est-ce que vous avez pensé, à un retour de flamme, un retour de manivelle, et une réaction très vive à la suite de ce discours? Et qu'est-ce que vous vouliez communiquer? En fait, quel message espériez-vous communiquer au monde?
En quelque sorte, il s'agit du reflet d'un parcours qui, ne date pas d'un moment précis, mais, d'une longue expérience. Au moment du discours sur la misogynie, j'occupais cette fonction, des fonctions au Parlement depuis plus de 10 ans. Beaucoup de femmes s'étaient adressées à moi pour me dire que je ne parlerai jamais comme cela et j'ai voulu tout de suite les rassurer parce que à maint égards, il y a un parcours d'apprentissage. Quand je suis arrivée au Parlement, je n'aurais certainement pas été en mesure de, fournir un discours de cette nature. Mais, le contexte, quand on est au Parlement, est particulièrement dur. Au fil des ans, on commence à mieux maîtriser ses capacités et on a plus d'assurance pour, délivrer des discours avec force. Même si les gens, crient, sur vous. Donc on acquiert ce genre de compétences et je crois que cela se traduit dans le discours sur la misogynie. J'étais une, parlementaire heu, qui était en fonction depuis déjà pas mal de temps. En fait, je ne savais pas que j'allais donner ce discours. Le leader de l'opposition s'est levé, il a démarré le débat et donc pendant qu'il intervenait, j'ai pris quelques notes, et je les ai et j'ai senti que j'étais véritablement prête à assumer la phase des questions dans lequel le sexisme allait affleurer. Le matin, avant cette session parlementaire, j'avais un certain sentiment de profonde frustration. Tout ce que j'avais mis en place, ou bien tout ce que j'avais pu écouter, la misogynie genrée et cetera, allait me placer dans une j'avais pris tant d'actions pour lutter contre cela et je ne voulais pas me trouver dans cette situation où j'allais être accusée de sexisme et quand je me suis dirigée vers, la chambre, je me suis dit: «Non, ça ne va pas, ce n'est pas juste». C'est trop. Tout ce sexisme, cette misogynie, c'est trop pour moi, mais pour les femmes aussi. Alors, j'ai concentré cette énergie sur la phase des questions, une énergie qui, m'a menée à, concocter, à lancer ce discours. Si vous m'aviez dit un mois avant, une semaine avant ou 15 jours avant le discours que si vous m'aviez demandé plutôt de livrer un discours sur la misogynie, ce jour-là, eh bien, j'en aurais été incapable. J'aurais préparé un discours et il aurait été tout autre. Ce qui, est vraiment puissant dans tout cela, c'est que, le discours, a été improvisé et cela, en fait, il faut savoir qu'on est proches les uns des autres, dans la chambre, du parlement national de l'Australie et donc l'opposition, me criait des choses au visage et pourtant, heu, quand j'ai terminé ce discours, je ne me suis jamais imaginé que, ce discours allait, résonner à ce point dans la chambre, qu'elle allait trouver un tel écho. Je me souviens d'une anecdote récente du festival de Sydney où vous avez, porté une réflexion. Vous avez signalé que quand vous avez réalisé que c'était un grand moment, je pense qu'en en Inde, il y a une femme policière qui a dit que c'était un magnifique, discours et qu'elle, vous a félicité. Eh bien, cela vous a permis de savoir jusqu'où ce discours avait, était arrivé et sous quelle latitude il était arrivé et où il avait trouvé écho dans des endroits où il y a des énormes disparités économiques et sociales. Donc merci pour, la réflexion que vous avez portée par rapport à ce moment, par rapport à cette, journée. J'ai l'impression que, c'était là une démonstration incroyable de vos compétences avec vous avez parlé avec une telle passion, vous avez regroupé dans ce discours vos frustrations, toutes les, expériences,
que vous avez pu transposer dans ce discours de manière poignante et c'est un message adressé au monde, en fait, et pas seulement au public australien. Cela en dit tant par rapport à vos capacités et par rapport à la manière dont à cette compétence que vous avez pour intervenir sur une thématique qui est tellement proche du cœur des femmes. Eh bien, vous avez pu, créer un espace pour nous autour de la table pour commencer à prendre la parole, pour démarrer une réflexion autour de telles thématiques avec autant de sérieux. Eh bien, vous êtes, inscrit dans l'histoire et c'est un plaisir, de le savoir. Alors je vais faire une pause et je vais, signaler bien, quelques points par rapport, à la conversation. Je vois qu'il y a certaines, questions qui sont posées. N'hésitez pas donc à les poser dans la partie des questions-réponses. Alors je reviens vers vous, Julia. Vous avez, géré l'Australie, 2013 en tant que Premier ministre, la seule femme ministre, la première vice, Premier ministre également, dans le cadre d'un contexte. Un pays comme, le Royaume-Uni a attendu plus de 300 ans avant d'avoir une femme Premier ministre ou chef du gouvernement et cette première ministre a d'ailleurs eu également un impact majeur. Le Canada, a eu une femme, 1 ministre il y a, 13 ans. Les États-Unis, 238 ans pour avoir une vice-présidente. Et c'est quelque chose qui est, énorme. Mais selon vous, selon votre parcours, comment est-ce que l'on peut comprendre cela? Comment les plus grandes nations du monde, les grands pays occidentaux, qui devraient être des modèles. Comment est-ce que vous expliquez cela? Est-ce que la capacité des femmes dans ces pays ne leur ont pas permis d'atteindre ces niveaux de responsabilité? Est-ce un échec, en termes de redevabilité? Est-ce que c'est un héritage politique? Cela en dit beaucoup sur le développement concernant l'avancement en termes d'avancement, de leadership. Donc, comment est-ce qu'on peut donner sens à cela? C'est une question extrêmement large, une très bonne question. En fait, cela n'a rien à voir avec un héritage féminin, ça n'a rien à voir avec la confiance des femmes, l'intelligence des femmes ou la capacité pour le leadership. Je suis convaincu que les femmes ont ces avantages, ces qualités. C'est plutôt la structure et les stéréotypes. Le pouvoir, le pouvoir dans la politique, dans la loi, dans les affaires. Les structures du pouvoir sont des structures qui ont été construites à un temps où c'était les hommes qui avaient accès à ces structures de pouvoir. Et celles-ci ont été construites pour répliquer la prédominance masculine. C'est la même chose pour l'Australie. Les hommes allaient en politique, c'est une grande nation. En Australie, c'est un grand pays, il faut voyager. La capitale est à des heures et des heures de votre lieu de vie et les hommes se rendent au Parlement, sont députés et ils ont parfois des femmes. Ils avaient souvent des femmes qui étaient à la maison, qui s'occupaient du reste, qui s'occupaient de la tendance. Voilà un petit peu pourquoi cela s'est passé ainsi. Les femmes ont dû se battre pour le changement
pour que ces structures soient également construites autour de la vie des femmes. Au sein du Parlement européen, il faut le comprendre, c'est que, en fait, il y a un bar au sein du Parlement où c'est réservé aux hommes et qui aujourd'hui est devenu un bar pour les femmes également, mais également pour les enfants. Mais bien sûr, les enfants ne reçoivent pas d'alcool, mais les femmes peuvent y amener leurs enfants. C'est un petit peu l'idée. Donc, on est passé d'un bar réservé aux hommes à un bar où les femmes y amènent leurs enfants. Ainsi, les gens qui travaillent au sein du Parlement peuvent avoir des enfants en bas âge et peuvent travailler maintenant parce que c'est organisé autour. Donc, cette structure a été changée et les stéréotypes ont dû être changés également. Donc, il faut savoir que dans beaucoup d'endroits dans le monde, dans quasiment chaque endroit du monde, si on demande aux gens d'imaginer une présidente ou une première ministre, les gens auront le réflexe d'imaginer un homme. Donc, l'image de l'homme politique à travers le monde sera toujours plutôt un homme. Les psychologues ont essayé de comprendre les raisons de cette perception et j'ai compris, à titre d'exemple, que les hommes très souvent, ont une image également. Et il y a beaucoup de stéréotypes concernant les femmes qui réussissent également. Et les femmes doivent combattre ces stéréotypes, pouvoir, bien évidemment, voir leur capacité de gestion et de leadership valorisée. Les stéréotypes, les structures euh, sont faits pour laisser les femmes à l'extérieur de cet environnement. L'intersectionnalité est également très importante. Certes, dans beaucoup d'endroits du monde, il y a de la corruption, mais beaucoup de démocratie. Vous faites référence aux États-Unis, par exemple. Il faut savoir que pour s'engager dans la politique aux États-Unis, il faut lever des fonds, des sommes énormes. Et c'est beaucoup plus difficile pour les femmes d'avoir accès aux ressources financières qui vous permettent de faire des campagnes politiques. Il faut donc changer toutes ces choses si nous voulons voir plus de femmes. Le montant de progrès peut être quantifié parce que les femmes sont très visibles. Pendant la période de la COVID, qui étaient les leaders? On se rappelle de plusieurs noms de leaders qui sont apparus, notamment pendant les premiers jours les plus difficiles de la pandémie. Et maintenant qu'il y a de plus en plus de femmes leaders. Mais si on analyse les statistiques, si on regarde toutes les nations au sein des Nations Unies, 190 nations, je pense qu'il n'y a pas plus de 20 pays qui sont gérés par des femmes. Alors qu'elles représentent la moitié de la population. Et nous devrions voir un monde où la moitié des pays sont gérés par des femmes. J'ai travaillé au sein de l'Institut pour le leadership féminin mondial et je me suis rendu compte de ces questions. Merci de souligner le rôle de cet institut. Très heureuse de voir que vous avez investi votre énergie pour et avec qui vous avez travaillé pour essayer d'avoir une action concrète, tangible. Tout cela est nécessaire. Le travail qui reste à faire est énorme
la différence entre les progrès qui ont été réalisés, qui sont assez modestes, si on prend le panorama global. Essayer de comprendre comment faire la différence, comment on peut quantifier ces choses. Nous parlons du travail de l'Institut mondial pour le leadership féminin. L'ancien Premier ministre du Royaume-Uni a dit que les femmes sont jugées, les femmes leaders sont jugées avec d'autres normes, d'autres standards. Si on montre de l'émotion, nous sommes faibles. Si on montre nos émotions, nous ne sommes pas fiables, même si notre expérience sont les mêmes. Donc, Julia, vous avez souligné ces 2 poids, 2 mesures en termes de clarté et d'honnêteté qui va bien au-delà de la Chambre des représentants. Il y a 10 ans, il y avait encore du chemin, mais après le discours de Julia, on ne peut plus dire que nous ne savions pas. Et c'est vraiment un hommage magnifique. C'est en fait un clash pour nous sur tout ce que nous devons réaliser. Cela nous permet d'apprécier ceux qui ont pris de l'avance, qui ont montré la voie, qui ont été des pionnières. C'est ce que je peux faire à mon faible, à mon modeste niveau, avec mes capacités, avec mes ressources. Voilà ce que je suis capable de faire. Dans les plus vieilles démocraties, c'est quelque chose qui me choque, en fait. On ne peut plus dire maintenant que nous ne savions pas. Maintenant, on peut identifier ces questions. Cela nous montre tout le travail qui reste à faire. Je si vous avez des réflexions particulières, des commentaires à faire? Le docteur Ngozi et moi-même, qui a écrit ce livre, Les femmes et le leadership, Women and Leadership, à travers des recherches intenses, avec des hypothèses, ce qui étaient les raisons qui maintenaient les femmes en retrait. Ces recherches ont été enracinées dans un certain nombre d'expériences, ceci dans le monde de la politique. Et en fait, ce qui nous a frappé dans ces entretiens, les expériences des femmes et les similarités et les différences. À titre d'exemple, nous avons eu un entretien avec Ellen Johnson, la première femme du Libéria en Afrique. Nous avons eu un entretien avec le président Honest Sarfer de la Norvège. Et la Norvège est toujours comme un des pays les plus équitables en termes de genre. Donc, on réfléchit, on prend du retard. Quel pays comme la Norvège, qui est très équitable en termes de genre, le Libéria, un pays émergent qui sort d'une guerre civile avec beaucoup de pauvreté, comment ces pays peuvent avoir quelque chose en commun entre Ellen Johnson et Ernest, entre leurs 2 expériences? Et j'ai compris que beaucoup de choses étaient différentes du fait du contexte, mais il y avait certaines choses qui étaient en commun, un socle commun, le sens de la structure familiale, le fait que lorsqu'on était Premier ministre en fonction, on ne pouvait pas être jugé par le titre. Il fallait euh, passer un deuxième obstacle. On reconnaissait qu'elles avaient des compétences, mais avant, on avait fait remarquer maintes et maintes fois que c'était des femmes et qu'il était plus difficile de gagner le respect. Le fait qu'il fallait faire la différence entre la force et l'empathie, ne pas être trop émotionnel, parce que sinon vous étiez vu comme trop faible, forte.
on pourrait conclure que vous étiez une personne froide, pas une personne qui ne soit pas sympa. Cela m'amène à penser qu'il y a beaucoup de choses mais qui nous amènent à avoir une cause commune pour nous tous. Chaque expérience est différente. Il y a la question d'intersectionnalité entre le genre, entre les races, d'autres formes de discrimination qu'il faut comprendre, il faut les comprendre. Mais lorsque les femmes parlent des quatre coins du monde, souvent il y a beaucoup de points en commun en termes de leur expérience. Elles sont parfois mésestimées, exclues, écartées. Il y a donc une solidarité mondiale sur ce sujet. Très important de travailler sur le fait de joindre nos forces. Vous, à votre niveau, vous avez déjà tendu la main à d'autres femmes leaders qui ont réalisé cela. Donc, je pense qu'il est très important de comparer ce qui fonctionne, ce qui peut être dupliqué. Ce qui fonctionne, mais ce qui ne fonctionne pas également. Également, ce qui peut avoir un impact négatif sur nos vies. Donc, merci. Très intéressant de pouvoir avoir votre vue. Et maintenant, très intéressant de voir cette combinaison, d'adapter cela dans le contexte africain, le contexte australien également. Avant de passer à la suite, j'aimerais poser une question de la part du public. Michel Willink dit que la plupart d'entre nous vont passer une grande partie de leur temps au travail. Beaucoup d'entre nous ne vont pas travailler au gouvernement ou être Premier ministre, bien sûr. Comment est-ce que vous pouvez nous donner des astuces sur comment combattre la misogynie à notre niveau? Donc, comment combattre la misogynie à notre propre niveau? Et je serais très reconnaissant d'écouter des conseils pratiques au niveau quotidien qui peuvent changer la donne. C'est une très bonne question. Et merci de me l'avoir posée. Quel que soit le contexte, quel que soit l'environnement, je pense que l'on peut essayer de nous rendre visibles, de rendre visible la discrimination sexuelle. À titre d'exemple, dans une entreprise, c'est très courant dans les entreprises. Par exemple, si on regarde le taux d'employabilité, le nombre de femmes, combien y a-t-il de cadres? Il y a moins de femmes. Et si on parle des postes dirigeants, il y a encore moins de femmes. Donc, il y a la barrière familiale, bien évidemment. Les femmes, souvent, ne sont pas toujours considérées pour des promotions parce qu'elles doivent dédier leur temps à leur vie de famille. C'est une structurelle et c'est également un stéréotype. Donc, il faut avoir une analyse analytique. Il faut également souligner ces questions qui peuvent motiver le changement. Beaucoup d'entreprises se considèrent comme lutter pour la recherche de talents. Et si l'on peut souligner qu'ils perdent des talents féminins, je pense que cela aura déjà un impact positif. Maintenant, lorsque cela vous arrive à vous, et lorsque vous devez subir une remarque sexiste ou si vous vous sentez écarté parce que vous êtes une femme, avoir une émotion agressive est tout à fait compréhensible. Et là, vous-même, faites-le. Je comprends que beaucoup de femmes, notamment les femmes qui sont un peu plus jeunes ou qui sont en fonction depuis peu de temps,
réfléchissent un peu. Donc, je pense que on peut essayer de trouver une autre femme, éventuellement un homme, et essayer de tendre la main à d'autres qui sont dans la même situation, ou même à d'autres hommes qui sont sensibilisés par ces questions d'égalité de genre. Donc, et les recherches montrent que lorsque l'on implique les hommes, cela a un impact beaucoup plus important. Nous n'avons pas tous le temps de lire toute cette littérature. On essaye de résumer. Nous le faisons sur l'Institut mondial. On essaye de résumer nos recherches. Mais si vous travaillez sur ces recherches, cela veut dire que vous pouvez échanger et être un peu moins émotif. À titre d'exemple, si par exemple, si vous avez le sentiment qu'on ne vous a pas donné l'opportunité de parler lors d'une réunion, il y a une recherche qui montre que il faut 4 femmes pour un homme pour que les femmes aient accès à des postes de représentation. Donc, si on comprend cette recherche sur le lieu de travail et que vous expliquez cela et que vous soulignez que hier, j'ai été exclu lorsqu'il y a eu des paroles. Et par exemple, vous pouvez dire qu'il y a une recherche, vous pouvez expliquer qu'il y a une recherche qui explique qu'il faut 4 femmes pour un homme pour qu'une femme ait de la visibilité. Et ainsi, pourquoi est-ce que nous organisons pas cette réunion pour que tout le monde puisse prendre la parole? Voilà, on peut le présenter ainsi et essayer d'éviter la confrontation. Et par exemple, essayer de rebondir sur une recherche qui vous a frappé. Merci beaucoup. Ce sont des astuces très intéressantes. On prend des notes et j'ai hâte de pouvoir appliquer ces conseils extrêmement judicieux que vous nous avez donnés. Michel, j'espère que nous avons pris des notes d'ailleurs. Maintenant, l'Afrique. Nous savons tous que nous sommes fiers que cette Women Delivery Conference 2023 a lieu pour la première fois sur le continent africain, un petit pays au cœur de l'Afrique, qui est mon pays natal, qui a son propre contexte. Et Julia, je sais que vous êtes assez euh, habituée à ces questions. Je pense qu'il est intéressant de souligner que suite à 1994, la société post-génocidaire, cette nation post-génocidaire, où nous avons dû tout reconstruire. C'était une tâche énorme pour le gouvernement. Et nous avons dû réimaginer ce qu'était une nation idéale. Très important. Ce qui a été réalisé par le Rwanda, c'est le leadership féminin. Les statistiques montrent que 63% des sites, des postes parlementaires sont occupés par des femmes. C'est le plus haut niveau au monde. 55% des postes ministériels sont occupés par des femmes. Les préfets sont également très bien représentés. Pour les femmes, 30% de postes constitutionnels sont réservés aux femmes. Donc, c'est le plus haut niveau de députés au monde. Même chose pour le gouvernement. Donc, le Rwanda est une étude de cas de la discrimination positive. Au vu de cet exemple, qu'est-ce que vous pensez de la discrimination positive? Est-ce que cela est important?
Est-ce qu'on peut dire que le Rwanda a montré la voie? Est-ce que cela fonctionne? Est-ce que cela ne fonctionne pas? Qu'en pensez-vous? Quelle est votre opinion? Est-ce que cela vous inspire en termes de changement? Parce qu'il est intéressant pour nous d'avoir euh, votre opinion. Qu'est-ce que la discrimination positive des pays comme le Rwanda, par exemple? J'ai eu la chance d'échanger plusieurs fois et de rendre Rwanda. Mais comme vous l'avez souligné, c'est un pays qui est sorti d'une véritable tragédie, de l'horreur. La phraséologie que vous expliquez pour expliquer le rôle des femmes dans la situation, la reconstruction post-génocide, le Rwanda a eu une véritable volonté politique et je pense que c'est ce mot que j'aime souligner, être déterminé. Nous savons que les partis politiques savent qu'ils souhaitent travailler sur la volonté politique, et c'est le mot que vous avez utilisé très important, cette volonté, être volontaire. Sélectionner 50% de femmes en termes de parlementaires, les représentants devraient être, les femmes doivent être représentées à hauteur de 50%, le Parlement, la démocratie, les pays ont tous des euh, fonctionnements différents. Et l'exemple de l'Australie, si on en revient au début des années 90, le Parti travailliste dont je suis issu et le Parti conservateur avaient environ le même pourcentage de femmes, en, environ moins de 15%. Et le Parti travailliste est devenu très volontaire et a adopté des euh, objectifs de discrimination positive, et cela n'a cessé de monter. Maintenant, si on regarde le gouvernement travailliste en Australie, plus de la moitié des membres sont des femmes. Donc voilà le parcours. Si nous sommes volontaires, c'est le mot qu'il faut retenir. L'autre partie n'a pas voulu être aussi volontaire. Et aujourd'hui, il y a moins de 30% chez les conservateurs. Donc, cette fracture vous montre la différence entre étant volontaire et en l'étant beaucoup moins concernant les législations pour les femmes. Donc, les choses ne se font pas par elles-mêmes. Il faut être volontaire, être actif, être proactif. Et je pense que au-delà de l'espace et avoir une action volontaire, inclure les femmes, nous assurer que les femmes sont en première place, que leur voix soit portée, que leur leadership soit promu. Cela fait partie de la vie quotidienne. Et j'aimerais citer quelques chiffres, les statistiques mondiales des femmes, quelques statistiques internationales, la violence contre les femmes à travers le monde. 137 femmes sont tuées par des membres de leur famille chaque jour. Le plus grand nombre de femmes tuées. Les statistiques mondiales. Le plus grand nombre des femmes tuées en Asie. C'était en 2000. Ensuite, l'Afrique, 1900 en Afrique, 19 000, pardon. En Amérique, 8 000, 3 000 en Europe et 3 000 en Océanie. C'était en 2017. Et les plus grands risques pour cela, de ce genre de violence, c'est en Afrique, tuées par des membres de leur famille. Donc le lien entre
le leadership et, et également l'expérience des femmes concernant ces statistiques est très important parce que vous pouvez gérer ces questions, des chiffres tellement inquiétants. Ces statistiques que je viens de donner nous disent qu'il y a beaucoup de travail qui doit être réalisé pour renforcer l'expérience des femmes à travers le monde, notamment concernant la violence sexuelle, la violence de genre contre les femmes. Ainsi, on voit très rapidement l'importance des femmes qui euh, sont portées dans le cadre de la discrimination positive. Et les femmes font ce qu'elles peuvent pour que ces chiffres baissent. Cette violence doit baisser. Donc, c'est très important pour moi de voir que ce travail a été réalisé et qu'il y a des pays qui sont très volontaires, toujours la volonté concernant comment nous impliquons les femmes dans ces politiques de leadership. Alors, cela me mène à un autre point, c'est la réflexion sur l'intersectionnalité. On a évoqué la question du leadership dans différents contextes, notamment dans le contexte africain. Mais il y a des expériences des femmes dans le monde entier, de leaders qui auraient pu participer également à cette conversation. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler de votre expérience? Je pense au Brésil où il y a toutes ces inégalités, à d'autres pays où il y a toutes ces inégalités. Alors, vous avez voyagé dans beaucoup de pays et quel est votre point de vue par rapport à l'expérience de la misogynie au sein des sociétés d'un pays à l'autre? J'ai une collègue qui a écrit un des chapitres de mon livre sur l'intersectionnalité. Il s'agit d'un mot qui est vraiment un mot colossal et qui est compliqué. J'avoue que je ne le prononce pas tous les jours. On a voulu comprendre, en somme, et, et bien appréhender le fait que les femmes, tout un chacun, est appelé à se retrouver dans ce monde qui est le nôtre et les expériences concrètes ainsi que les statistiques nous montrent que il y a toute une série de discriminations multifacétiques qui s'ajoutent les unes aux autres. Le fait d'être une femme de couleur, en situation de handicap, issue d'un milieu pauvre ou issue de la communauté LGBT. Les femmes sont présentes sur l'espace communautaire, l'espace public, dans lequel ces discriminations se juxtaposent. L'analyse du leadership des femmes nous mène à voir des statistiques indiquant la sous-représentation. Qui est sous-représentation? Eh bien, il y a des éléments qui favorisent la sous-représentation, le genre, la représentation sexuelle, la situation de handicap. Les statistiques nous montrent, par exemple, que des femmes de peau noire risquent d'être sous-représentées, avoir plus de difficultés pour accéder au leadership. Donc, l'idée dans la perspective, c'est d'introduire des changements pour éventuellement obtenir des changements pour une part des femmes, mais pas pour toutes. Alors je peux bien comprendre les critiques avancées au fil du temps. D'aucuns disent que le discours féministe s'appuie sur une vision très étroite des expériences de vie et sur un discours qui vient de femmes qui y sont issues de milieux où elles ont eu accès à plus d'éducation, de milieux plus privilégiés.
des femmes qui certes sont heurtées à des expériences genrées. Néanmoins, ce discours n'appréhende pas l'ensemble de la situation des femmes de par le monde. Aujourd'hui, on est plus au courant de cette situation et la recherche de l'Institut mondial pour le leadership féminin a tenté de saisir cela. Dans une conférence comme Women Deliver, il s'agit également d'un élément à l'avant-plan et je trouve qu'il est formidable de voir que c'est le cas. Cela certainement nous donnera plus de moyens pour insuffler un changement. Plus il y aura des voix, plus il y aura des personnes se basent sur leur expérience et qui s'expriment, plus cela aura une influence sur la prise de décision. Voilà, je viens de voir qu'il y a une question par rapport à l'intersectionnalité. En quoi l'intersectionnalité joue un rôle en matière de promotion de la misogynie? Voilà, vous y avez répondu. Donc, je suis ravie de voir que l'Institut réalise un travail aussi magnifique. Dans toute cette conversation, l'intersectionnalité a donc pu avoir sa place. Il y a une pléthore d'expériences qui nous indiquent, qui nous montrent tout le travail à réaliser et un travail dans lequel il y a une juxtaposition d'éléments, plusieurs couches, plusieurs couleurs. Il faut donc voir toutes ces facettes d'expériences de misogynie dans le monde entier. Le GIWL, l'Institut, donc, a prêté attention à ces disparités en réfléchissant à qui reste sur le laissé pour compte pour que les femmes aient précisément une place autour de la table et cela mène à voir à qui sont ces femmes, quelles sont leurs expériences. Peut-être pourrait-on se dire que ce sont des petits exemples et pourtant ce sont de très grands exemples de grandes femmes et l'intersectionnalité est vraiment au cœur de cette conversation. Je tiens vraiment à vous remercier très sincèrement, vous, votre équipe et toutes ces femmes brillantes qui s'attachent à cela, tout comme tous les hommes qui appuient cette lutte et consacrent du temps, des efforts à la recherche pour disposer des preuves qui vont l'étayer au regard des multiples expériences. Donc, il y a des actions qui sont menées au niveau de la société et à différents niveaux et cela nous mène à la fin de notre conversation. J'aurais voulu que vous nous parliez plus en détail du travail du GIWL, le Global Institute for Women Leadership. Vous partagez toute une série de plateformes naturellement et il y a une des grandes initiatives qui est menée dans ce cadre, c'est la recherche, la fourniture de preuves, l'indication des tendances également qui sont en cours. Certaines tendances qui sont positives ou négatives en matière d'égalité des genres. Donc, quelles sont les conclusions, les recommandations de l'Institut? Mon avis est que la tendance indique une avancée au fil du temps. Les changements avancent dans un sens positif. Progressivement, il suffit de penser à l'expérience de toute une vie et cela montre à quel point les choses ont changé. Mais, et il y a toujours un mais dans cette phrase, parce que les gens pourront se dire: chouette, les choses s'améliorer», mais il y a toujours un mais. Alors, il y a 2 dimensions à ce mais. La vitesse du changement est beaucoup trop lente. Le Forum économique mondial, un rapport sur le projet en matière d'égalité des genres, mais il faudra 100 années pour faire disparaître ce genre d'économie, ce genre de problème, donc c'est beaucoup trop de temps. Il y a un autre point, c'est que c'est la linéarité. Il suffit de s'imaginer un graphique sur, l'égalité de genre dans lequel la courbe est ascendante. Mais il faut savoir que, la courbe a des hauts et des bas. Parfois, il y a des choses qui s'améliorent, parfois des choses qui empirent selon les périodes. Je pense, par exemple,
aux perturbations sur le plan économie, au niveau de l'emploi, face à la pandémie. Donc il y a eu des pertes, pour les femmes, notamment en matière d'accès à l'école. Beaucoup de filles n'ont pas pu, retourner sur les bancs de l'école et ce n'est pas garanti que ce sera possible prochainement. Il y a le sexisme, la misogynie également qui font des métastases et qui, se reproduisent sous un autre, sous d'autres modalités. Donc nous avons des situations choquantes de misogynie et de sexisme. Les gens pourraient dire qu'il ne faut pas travailler, il ne faut pas opérer sur les réseaux sociaux, mais il faut bien savoir que pour beaucoup de professions, par exemple pour la vôtre, il est impossible de, ne pas être actif sur les réseaux sociaux parce qu'on doit se connecter. Inévitablement, en définitive, on va, recevoir des propos qui sont sexistes, comme retour de flamme, ce qui n'est pas une expérience agréable pour les femmes du monde entier. Donc il y a des avancées sur certains plans, dans le même temps des problèmes sur lesquels on doit porter son regard et globalement, donc il faut accélérer le rythme du changement. Merci pour cela, merci pour ce rappel, pour, la perspective que vous avez placée sur la table. Il nous reste 4 minutes. Certaines personnes sont physiquement présentes à Kigali et regardent et suivent ce débat, la réflexion. Il y a tellement de points qu'on n'a pas pu aborder, mais je suis certaine que ces personnes vont lire votre, livre. Je les invite à lire ce livre et à approfondir leurs réflexions. Alors, en quelques mots, que voudriez-vous de la part des hommes, des femmes, des membres de la famille, des collègues? Que voudriez-vous que toutes ces personnes puissent retirer de, cette conférence, de votre expérience? Ce qui me tient à cœur à l'issue de cette conversation, c'est que les gens, se sentent, mus par une, énergie renouvelée pour, défendre le changement. Je sais que ce n'est pas facile. Parfois, on peut se sentir, comme si on lançait des cris dans le désert alors que rien ne se passe. Mais je suis intimement convaincue et je l'ai vu d'ailleurs au travers de mon expérience durant des années comme, féministe, que quand on est militant, militante et que quand on lève la voix, on réussit à insuffler des changements positifs et plus on sera nombreux, nombreuses, plus on va travailler ensemble, plus on va établir des liens les uns les unes avec les autres, plus les changements vont se réaliser. Oui, tout à fait. Mesdames et messieurs, aussi, je tiens à remercier l'honorable Julia Gillard qui, avec beaucoup de générosité, a partagé avec nous son expérience, ses réflexions, des idées très concrètes permettant de lutter contre la misogynie au quotidien. Elle nous a dépeint une situation qui nous incite à bien comprendre pourquoi il faut agir en ce sens. Le discours sur la misogynie a été prononcé il y a 10 ans et indéniablement, il trouve écho en nous. C'est un rappel de ce qui a été accompli, de ce que nous avons accompli, de ce que d'autres ont accompli avant nous et de ce qui reste à faire de manière collective en unissant notre voix pour, parler et s'insurger contre la misogynie. Cela marque un tournant dans nos vies en matière de violences, faites aux femmes et cela invite également les hommes à se joindre à ce combat. Merci du fond du cœur pour, le travail que vous accomplissez, sur le plan personnel, professionnel, ainsi qu'aux côtés du Global Institute for Women Leadership, l'Institut mondial pour le leadership des femmes et j'espère que l'on comptera sur vous lors d'autres forums. Merci pour ce magnifique échange. Merci.